Le 10 avril 1912, le RMS Titanic a appareillé depuis l'Angleterre. Mais ce n'était pas le lancement d'un navire ordinaire. À l'époque, le Titanic était le plus grand paquebot jamais construit. Il mesurait 269 mètres de long, soit presque la taille de 3 terrains de football. Et de la coque au sommet des cheminées, il avait une hauteur impressionnante de 53 mètres, soit la taille d'un immeuble de 17 étages. Considéré comme insubmersible, il a fallu près de 3 ans à 3000 ouvriers pour le construire. Mais à peine 4 jours après son tout premier voyage, à 23h40, le navire est entré en collision latérale avec un iceberg et a disparu sous la surface de l'océan Atlantique. Il n'a fallu que 2 heures et 40 minutes au géant pour couler. Et sur les plus de 2200 passagers et membres d'équipage à bord, seuls 706 ont survécu. L'épave resterait perdue pendant encore 73 ans, cachant ses nombreux secrets dans les eaux glaciales de l'Antarctique. Et s'il n'y avait pas eu un homme dont la vie entière a été consacrée à l'exploration de la mer, le navire géant aurait pu rester perdu beaucoup plus longtemps. Cet homme était Robert Ballard. Enfant, il était déjà obsédé par l'océan. Cette fascination a commencé alors qu'il n'avait que 12 ans. C'est alors qu'il a regardé une adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Ce film avait tout pour stimuler l'imagination d'un adolescent, avec de l'aventure, des créatures étranges et un puissant véhicule sous-marin appelé le Nautilus. Il pouvait voyager partout dans le monde. À partir de ce moment, la vie sur la terre ferme n'intéressait plus Ballard. À 23 ans, il a été affecté à l'unité de submersion profonde où il a aidé à développer des techniques pour fouiller le fond de l'océan. Sa plus grande réalisation aura été la création d'Alvin, un petit sous-marin facile à manœuvrer qui pouvait transporter 3 personnes. Il était également doté d'un bras mécanique externe conçu pour recueillir des échantillons sous-marins pendant que l'équipage restait en sécurité et au sec à l'intérieur. Le sous-marin Alvin s'est rapidement révélé utile pour exécuter diverses tâches. Par exemple, il a un jour été utilisé pour retrouver un avion qui s'était écrasé en mer. Mais l'embarcation a connu une série de revers. Une nuit, elle a été attaquée par un espadon, ce qui l'a forcé à devoir refaire surface rapidement. L'espadon, coincé dans la couche extérieure du sous-marin, a fait office de dîner cette nuit-là. Et en octobre 1968, le sous-marin était en train d'être abaissé lorsque les câbles qui le retenaient ont lâché, le laissant tomber dans l'eau avec 3 membres d'équipage à bord. Et comme le petit navire était encore ouvert, il s'est immédiatement rempli d'eau et a rapidement commencé à couler. Heureusement, l'équipage a réussi à s'échapper, mais Alvin a bel et bien disparu. Le mauvais temps a entravé les multiples tentatives de récupération de l'appareil. Ce n'est que l'année suivante qu'il a finalement été repêché. Avec le temps, Alvin a été amélioré. Sa coque a été renforcée par du titane, lui donnant un indice de profondeur plus élevé, ce qui l'a rendu encore plus apte à l'exploration des océans. Le sous-marin spécialisé s'est avéré utile dans de nombreuses expéditions menées par Ballard, qui en compte plus de 100. L'homme a été un des premiers à explorer une chaîne de montagnes sous-marines appelée la dorsale médio-atlantique, au milieu de l'océan du même nom. Et quand il a trouvé des évents thermiques dans le rift des Galapagos à la fin des années 70, il a aussi aidé à découvrir et à documenter le processus de chimiosynthèse, qui est une synthèse chimique complexe de l'énergie alimentaire par les bactéries. Mais sa plus grande découverte était encore à venir. Ballard a affirmé qu'il n'avait jamais été un fanatique du Titanic. Mais il a fini par être obsédé par la recherche du navire, après avoir vu d'autres explorateurs essayer et échouer. Comme il l'a dit par après, le Titanic était clairement le 2e mont Everest de l'époque. Beaucoup d'autres avaient essayé. Beaucoup qui, selon moi, auraient réussi ou auraient dû réussir, mais ne l'ont pas fait. Ballard a commencé à envisager de retrouver le navire dès 1973 et 4 ans plus tard, il a concrétisé cette tentative. Il a utilisé le navire de sauvetage en eau profonde Sea Probe, qui était un navire de forage équipé de caméras et d'un sonar. Mais il a été obligé d'abandonner lorsque le tuyau de forage s'est rompu. Ce n'était tout simplement pas son heure. Au début des années 80, un magnat du pétrole texan, nommé Jack Grimm, a essayé de retrouver l'épave à 3 occasions différentes. Une fois, Grimm était juste au-dessus du Titanic, mais son équipement n'a pas réussi à le détecter. Pas de chance.
Ballard attendait son heure. Il avait besoin d'un plan et d'aide. Le premier problème était de descendre au fond de l'Atlantique. La plus grande descente qu'il avait effectuée auparavant était de 6000 mètres, et cette descente lui avait pris 3 heures, sans compter la remontée. Ballard savait qu'il pouvait compter sur Alvin, déjà amélioré avec une coque en titane, pour résister à la pression de l'océan. Mais il avait aussi besoin de quelque chose qui ne l'oblige pas à descendre avec lui. Un sous-marin télécommandé sans pilote aurait été idéal. Mais d'abord, il devait en créer un. Il s'est adressé aux autorités, espérant qu'elles fourniraient un financement pour son projet. Et bien que le gouvernement d'alors n'ait guère été emballé par le Titanic, ils étaient prêts à l'aider. Mais ils ont posé une condition. Ballard devait d'abord se concentrer sur la recherche de 2 sous-marins, le Thresher et le Scorpion, qui avaient coulé au fond de l'océan Atlantique dans les années 60. Les autorités espéraient les étudier pour découvrir pourquoi ils avaient coulé en premier lieu. Elles voulaient aussi savoir s'il était possible de les récupérer ou s'il était plus prudent de les laisser au fond de l'océan. Ce n'est que lorsqu'il aurait accompli cette tâche qu'il serait libre d'utiliser le temps restant sur son contrat pour trouver le Titanic. N'ayant aucune option de financement, Ballard a accepté l'offre. Il s'est mis au travail. Tout d'abord, il a créé 2 nouveaux appareils. Argo était un traîneau sous-marin à caméra vidéo, non piloté et remorqué en profondeur. Il était conçu pour prendre des photos et enregistrer des vidéos à partir d'une série de caméras embarquées. Il pouvait opérer à des profondeurs allant jusqu'à 6000 mètres et explorer près de 98% du fond de l'océan. Argo était censé être attaché à un bateau. Lorsque le bateau se déplacerait, Argo serait tiré derrière, glissant juste au-dessus du fond de l'océan. La caméra transmettrait ensuite des images à la surface. Le deuxième appareil était un petit véhicule robotisé appelé Jason Jr. Il était aussi contrôlé à distance, ce qui permettait à l'équipage, à l'intérieur d'un submersible comme Alvin, de s'approcher et de photographier les objets sous-marins. Ballard était maintenant paré. Il savait qu'il devait trouver ses sous-marins rapidement. Et cela ne lui prit pas longtemps. À son grand soulagement, la recherche a été relativement simple. Et il a pu remplir ses obligations avec 12 jours d'avance. Avec presque 2 semaines à consacrer à la recherche du Titanic, il est parti explorer l'océan. Il a concentré ses recherches près de Terre-Neuve, au Canada, en tirant Argo le long du fond de l'océan et en examinant les images recueillies. Et après quelques journées infructueuses, ils ont fini par trouver des plaques de coque rivetées et une chaudière. Est-ce que ça pouvait être ça ? Le jour suivant, la grande proue d'un navire a été révélée. Le 1er septembre 1985, Ballard et ses compagnons d'équipage ont réalisé qu'ils avaient enfin trouvé le navire tristement célèbre. La découverte a suscité un mélange d'émotions. Ballard était excité d'être le premier à trouver la dernière demeure du Titanic. Mais il était aussi submergé par le sentiment de chagrin pour ceux qui avaient souffert lorsque le navire avait sombré. Pendant les 4 jours suivants, l'équipage a exploré l'épave. Ils ont trouvé la vigie, d'où l'iceberg avait été repéré pour la première fois. De plus, il y avait enfin des preuves de la façon dont l'énorme navire s'était fendu en 2 avant de couler, avec les 2 moitiés du navire retrouvées. Il y avait des meubles et de la vaisselle, et malheureusement, plusieurs chaussures en cuir de ceux qui n'avaient pas réussi à se mettre en sécurité étaient éparpillées au fond de l'océan. Ballard a réussi là où d'autres avaient échoué, et est rapidement devenu une célébrité mondiale. On pourrait penser que localiser le Titanic serait suffisant pour un seul homme, mais pas pour Ballard. En 2019, il a relevé le défi de résoudre un autre mystère, la disparition d'Amelia Earhart. Elle avait tenté d'être la première femme à faire le tour du monde en avion. Malheureusement, elle a disparu quelque part au-dessus de l'océan Pacifique en 1937. Elle et son aéronef n'ont jamais été retrouvés. Ballard espérait que sa chance l'aiderait à trouver l'endroit où Earhart s'était écrasé. Mais son expédition n'a rien donné. Et bien que Robert Ballard ait découvert plus d'épaves que quiconque, ce n'est là, pour ainsi dire, que la partie émergée de l'iceberg. On estime qu'il y a plus de 3 millions d'épaves dans l'océan, et Ballard n'en a localisé qu'une centaine. Aujourd'hui, âgé de presque 80 ans, l'homme souhaite encourager les jeunes à poursuivre son travail d'exploration des océans et de leurs nombreux mystères. En 1989, il a lancé le projet Jason Learning pour inciter les élèves des écoles primaires à s'intéresser aux sciences, à la technologie,
à l'ingénierie et aux mathématiques. Il possède également son propre navire de recherche, appelé EV Nautilus, d'après le nom du sous-marin dans le roman de Jules Verne. Un hommage approprié à l'histoire qui aura inspiré sa carrière.